Claire Moreau se levait chaque matin avant l'aube, dans un petit appartement situé en périphérie de Lyon, là où les immeubles se ressemblent et où les journées semblent toutes identiques. Infirmière depuis plusieurs années, elle connaissait par cœur les couloirs froids des hôpitaux publics, les néons trop blancs, les nuits sans sommeil et les visages fatigués de collègues qui, comme elle, tenaient encore debout par sens du devoir, plus que par reconnaissance. Son salaire suffisait à peine à couvrir le loyer, les factures et quelques courses modestes. Pourtant, malgré l'usure physique et morale, Claire conservait une rigueur professionnelle irréprochable et une humanité qui transparaissait dans chacun de ses gestes. Elle croyait profondément que soigner ne se résumait pas à appliquer des protocoles. Pour elle, chaque patient portait une histoire, une fragilité qu'il fallait respecter. Cette conviction l'avait aidée à traverser des années de services surchargés, de décisions administratives absurdes et de sacrifices personnels. Sa vie sociale s'était réduite à presque rien, et ses rares moments de repos étaient consacrés à récupérer, en silence, dans un quotidien sans éclat. Un soir, alors qu'elle terminait un service particulièrement éprouvant, Claire reçut un appel inattendu. Une voix posée, formelle, lui proposa un emploi bien différent de tout ce qu'elle avait connu. Il s'agissait d'une mission privée, exclusive, auprès d'un homme gravement accidenté, un milliardaire français nécessitant des soins constants à domicile. La proposition semblait irréelle. Le lieu, une vaste propriété isolée, loin de la ville. Les conditions financières, largement supérieures à tout ce qu'elle avait gagné jusque-là. On lui demanda de réfléchir rapidement, insistant sur la discrétion et l'engagement total requis. Claire passa la nuit à peser le pour et le contre. Elle savait que cette offre pouvait changer sa situation matérielle, peut-être même lui offrir enfin un peu de stabilité. Pourtant, quelque chose la troublait. Pourquoi tant de mystère autour de ce patient? Pourquoi elle? Malgré ces questions, la fatigue et la pression financière eurent raison de ses doutes. Elle accepta. Quelques jours plus tard, elle se retrouva sur une route étroite, bordée d'arbres hauts et silencieux, conduisant à la demeure où elle allait désormais travailler. À mesure qu'elle approchait, une sensation étrange l'envahissait, comme si l'air lui-même devenait plus lourd. Le portail de la propriété se referma derrière elle avec un bruit sourd, presque solennel. Claire inspira profondément, tentant de calmer le léger malaise qui s'installait en elle. Elle ignorait encore que ce choix, motivé par la nécessité et la bonne foi, allait l'entraîner bien au-delà d'un simple poste d'infirmière. Dès ses premiers pas dans cette maison, Claire comprit que ce travail ne ressemblerait à aucun autre et que le silence qui l'entourait cachait bien plus que de simples murs et des couloirs vides. Le manoir d'Étienne Delacroix s'imposait dans le paysage comme une présence étrangère, presque coupée du monde. Les murs de pierre claire, impeccablement entretenus, s'élevaient au milieu d'un vaste terrain où chaque arbre semblait avoir été planté avec une précision presque calculée. Rien n'était laissé au hasard, et pourtant, dès que Claire franchit le seuil principal, elle sentit que cet endroit n'avait rien d'accueillant. L'air y était frais, immobile, et le silence, épais, donnait l'impression d'absorber chaque bruit, chaque respiration. Elle fut accueillie par une gouvernante âgée au visage fermé et au regard fuyant qui se contenta de lui indiquer les règles essentielles de la maison. Tout devait être fait selon des horaires stricts, sans initiative personnelle inutile. Les déplacements étaient limités à certaines zones du manoir et toute question devait être adressée à l'administration interne, jamais directement au patient ou à sa famille. Claire nota ces consignes avec étonnement, sans toutefois les contester ouvertement. Elle se disait que la richesse s'accompagnait souvent d'exigences particulières, parfois déshumanisantes. Lorsqu'elle entra pour la première fois dans la chambre d'Étienne Delacroix, elle fut frappée par le contraste entre l'opulence du décor et la fragilité de l'homme allongé dans le lit médicalisé. Les rideaux lourds filtraient la lumière du jour, plongeant la pièce dans une pénombre constante. Étienne semblait plus âgé que ce que les dossiers indiquaient. Son corps était amaigri, ses mouvements limités, et son visage portait les traces d'une souffrance récente. Il tourna lentement la tête vers elle, ses yeux s'arrêtant sur son visage avec une intensité troublante. Il parla peu, se contentant de réponses brèves, parfois à peine audibles. Officiellement, son état était décrit comme stable mais délicat, nécessitant une surveillance continue. Pourtant, Claire remarqua dès les premières heures quelque chose de difficile à définir. Étienne semblait conscient,
attentif à ce qui l'entourait, bien plus que ne le laissaient entendre les rapports médicaux transmis. Son regard suivait chacun de ses gestes, comme s'il cherchait à comprendre ou à mémoriser. Les autres employés du manoir étaient rares. Un majordome discret, 2 aides-soignants qui se relayaient sans jamais s'attarder, et quelques membres du personnel d'entretien que Claire croisait à peine. Tous semblaient éviter toute conversation prolongée. Lorsqu'elle tentait d'échanger quelques mots, les réponses restaient vagues, mécaniques, presque craintives. Personne ne semblait vouloir créer de lien, ni même reconnaître l'étrangeté ambiante. Au fil des jours, Claire s'efforça de se concentrer sur son travail, appliquant scrupuleusement les protocoles prescrits. Elle vérifiait les constantes, administrait les traitements, aidait Étienne dans ses gestes les plus simples. Pourtant, chaque détail renforçait son malaise. Les dossiers médicaux étaient incomplets, certaines dates semblaient incohérentes, et des décisions thérapeutiques importantes n'étaient accompagnées d'aucune justification claire. Elle mit d'abord cela sur le compte d'une mauvaise coordination entre les différents médecins impliqués. Un après-midi, alors qu'elle aidait Étienne à se redresser légèrement, elle sentit une tension soudaine dans sa main. Il la serrait faiblement, mais avec une intention manifeste. Lorsqu'elle croisa son regard, elle y perçut quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude, voire à une forme de supplication. Il ouvrit la bouche, comme pour parler, puis s'interrompit brusquement en entendant des pas dans le couloir. Sa main se relâcha aussitôt, et son visage retrouva une expression neutre, presque absente. Claire se retourna et aperçut le majordome, immobile sur le seuil, observant la scène avec une attention excessive. Il ne fit aucun commentaire, se contentant d'un signe de tête avant de repartir. Ce simple moment la laissa troublée. Elle se demanda si elle n'avait pas mal interprété la situation, si la fatigue ne lui jouait pas des tours. Pourtant, une certitude commençait à s'installer en elle. Ce lieu, cet homme, et ce silence permanent cachaient quelque chose de plus profond qu'un simple accident et une convalescence difficile. Ce soir-là, en regagnant la petite chambre qui lui était attribuée dans une aile isolée du manoir, Claire comprit que son intuition ne devait pas être ignorée. Et lorsqu'elle repensa au regard d'Étienne, à cette tentative avortée de communication, elle sut que ce qu'elle venait de percevoir n'était pas anodin. Quelque chose ici demandait à être compris, même si personne ne semblait prêt à en parler. Les journées suivantes installèrent une routine en apparence stable, presque monotone. Mais Claire sentait que chaque heure passée au manoir renforçait une tension invisible. Elle s'appliquait à respecter scrupuleusement les consignes reçues, consciente que la moindre initiative mal perçue pouvait lui être reprochée. Pourtant, plus elle passait de temps auprès d'Étienne Delacroix, plus certaines incohérences devenaient difficiles à ignorer. Son corps semblait affaibli, certes, mais son esprit ne correspondait pas à l'image d'un homme diminué au point de ne plus pouvoir participer à ses propres soins. Lorsqu'elle procédait aux gestes les plus simples, comme ajuster un oreiller ou vérifier une perfusion, elle remarquait des réactions précises. Étienne suivait ses mouvements avec attention, anticipait parfois ce qu'elle allait faire et manifestait une compréhension claire de ce qui se disait autour de lui. À plusieurs reprises, alors que des membres du personnel évoquaient son état en le supposant absent, Claire surprit une crispation de son visage, un léger froncement de sourcils, comme s'il saisissait parfaitement le contenu des conversations. Un matin, en consultant les constantes vitales, elle observa une variation inhabituelle de certains paramètres, rien d'alarmant en soi, mais suffisamment significatif pour susciter une vérification approfondie. Selon les rapports qu'on lui avait remis à son arrivée, ce type de réaction aurait dû être impossible compte tenu des lésions neurologiques évoquées. Claire relut les documents avec attention, cherchant à comprendre. Plus elle avançait, plus elle avait l'impression que les informations avaient été simplifiées, voire volontairement appauvries. Elle tenta d'aborder le sujet de manière prudente lors d'un échange avec un aide-soignant. Sa question posée sans accusation se voulait purement professionnelle. La réponse qu'elle reçut fut brève, presque mécanique, et surtout accompagnée d'un regard nerveux vers le couloir, comme si quelqu'un pouvait les écouter. L'homme se contenta de lui dire que tout avait été validé par les médecins référents et qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger davantage. Ce refus de dialogue, plus que la réponse elle-même, troubla profondément Claire. Avec Étienne, en revanche, la communication prenait une autre forme. Incapable de parler longuement sans effort visible, il utilisait son regard comme principal moyen d'expression.
Lorsqu'elle lui posait des questions simples, il répondait parfois par un clignement de paupières plus appuyé ou par une pression légère de la main. Ces signes, discrets mais cohérents, ne relevaient pas du hasard. Claire, forte de son expérience, savait reconnaître une intention consciente derrière ses gestes. Un après-midi, alors qu'elle l'aidait à boire quelques gorgées d'eau, Étienne tenta un mouvement plus audacieux. Ses doigts, tremblants, glissèrent lentement vers le bord du drap, comme s'il cherchait à attraper quelque chose. Claire crut d'abord à un réflexe incontrôlé, mais lorsqu'elle suivit la direction de son regard, elle comprit qu'il fixait le dossier médical posé sur la table de chevet. Lorsqu'elle se rapprocha, il relâcha aussitôt son bras, comme s'il craignait d'avoir été trop loin. Ce geste la bouleversa plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Il révélait une volonté, une conscience de sa situation, et surtout un désir d'intervenir. Claire ressentit alors une responsabilité nouvelle, plus lourde que celle d'une simple soignante exécutant des ordres. Elle se trouvait face à un homme qui, malgré son état, semblait vouloir être entendu, compris, peut-être même sauvé d'une situation qui le dépassait. Elle passa une partie de la soirée à revoir mentalement chaque interaction, chaque détail observé depuis son arrivée. Rien ne lui permettait encore d'affirmer qu'une faute grave avait été commise, mais l'ensemble formait un tableau inquiétant. Les interruptions systématiques lorsqu'Étienne tentait de s'exprimer, la présence constante de tiers lors des moments clés, l'absence de transparence dans les documents médicaux, tout cela dessinait une réalité troublante. Avant de quitter la chambre ce soir-là, Claire s'approcha une dernière fois du lit. Elle ajusta la couverture avec douceur, puis posa brièvement sa main sur celle d'Étienne. Il la regarda longuement, sans ciller, comme s'il voulait graver ce moment dans sa mémoire. Dans ce regard, elle ne vit ni confusion ni résignation, mais une lucidité tendue, presque douloureuse. Sans un mot, il lui faisait comprendre qu'il comptait sur elle, même si elle n'en mesurait pas encore toutes les conséquences. En refermant la porte, Claire sentit que quelque chose avait irréversiblement changé. Elle n'était plus simplement une infirmière venue améliorer son quotidien matériel. Elle devenait, qu'elle le veuille ou non, témoin d'une situation qui dépassait les apparences. Et pour la première fois depuis son arrivée, elle comprit que fermer les yeux serait plus facile que chercher la vérité, mais que cela irait à l'encontre de tout ce qu'elle était. Dès le lendemain, Claire sentit que l'atmosphère autour d'elle avait subtilement changé. Rien n'était explicitement différent, aucun reproche direct, aucune remarque ouverte, mais les regards se faisaient plus insistants, les silences plus lourds. Elle continua pourtant son travail avec la même rigueur, convaincue que son professionnalisme restait sa meilleure protection. Elle se concentra sur les faits, sur les observations cliniques concrètes, tentant d'écarter toute interprétation émotionnelle qui pourrait la fragiliser. Au cours de la matinée, elle décida de poser une question simple à l'un des assistants médicaux responsables de la coordination des soins. Elle choisit ses mots avec prudence, évoquant certaines variations observées chez Étienne et demandant si une réévaluation récente avait été effectuée. La réponse fut immédiate, mais dénuée de toute substance. On lui expliqua que les décisions médicales avaient déjà été prises par des spécialistes compétents et que son rôle ne consistait pas à remettre en question ses choix. Le ton était poli, mais fermé, presque tranchant. Peu après cet échange, Claire fut convoquée dans un petit bureau attenant à l'aile principale du manoir. La pièce était sobre, impersonnelle, décorée uniquement de quelques dossiers soigneusement rangés. Face à elle, un homme chargé de la gestion interne de la maison l'accueillit avec un sourire figé. Il la remercia pour son engagement, souligna la qualité de son travail, puis glissa lentement vers un discours plus ambigu. Il évoqua l'importance du respect des limites professionnelles, la nécessité de suivre les consignes sans chercher à aller au-delà de ce qui était demandé. Le message, bien que formulé avec courtoisie, était limpide. Claire comprit qu'on l'observait, qu'on évaluait chacun de ses gestes, chacune de ses questions. On ne lui reprochait rien de précis, mais on lui rappelait subtilement qu'elle n'était qu'une employée, remplaçable, dépendante de ce poste. Elle quitta le bureau avec une sensation de malaise profond, consciente qu'une ligne invisible venait d'être tracée devant elle. De retour auprès d'Étienne, elle redoubla de vigilance. Elle parlait moins, observait davantage, notait mentalement chaque détail sans jamais laisser transparaître ses doutes. Pourtant, même dans ce silence forcé, la tension entre eux semblait s'intensifier. Étienne percevait son trouble. Son regard, plus insistant que jamais,
cherchait le sien à chaque instant, comme s'il pressentait les obstacles qui se dressaient désormais entre eux. À plusieurs reprises, Claire remarqua la présence discrète mais constante d'un membre du personnel à proximité de la chambre sous prétexte de vérifier certains équipements ou d'apporter du linge. Ces passages fréquents n'étaient pas anodins. Ils donnaient l'impression d'une surveillance permanente, destinée autant à contrôler le patient qu'à encadrer son infirmière. Claire comprit alors que sa liberté d'action était bien plus restreinte qu'elle ne l'avait imaginé en acceptant ce poste. Le soir venu, seule dans sa chambre, elle prit le temps de réfléchir. Elle pesa les conséquences possibles de chaque choix. Se taire, continuer à exécuter les ordres, préserver sa sécurité financière, ou bien persister à observer, à comprendre, au risque de perdre cet emploi et de s'attirer des ennuis plus sérieux. Elle ressentait une pression sourde, constante, qui ne s'exprimait jamais clairement, mais qui se manifestait dans chaque interaction, chaque silence. Ce qui la troublait le plus n'était pas la menace implicite, mais le sentiment d'injustice. Elle n'avait enfreint aucune règle, n'avait agi que dans l'intérêt du patient, conformément à son éthique professionnelle. Pourtant, on lui demandait désormais de limiter son regard, de réduire son rôle à une simple exécution mécanique. Cette injonction allait à l'encontre de tout ce qu'elle avait appris et défendu au fil des années. Le lendemain, alors qu'elle aidait Étienne à s'installer plus confortablement, leurs regards se croisèrent longuement. Sans prononcer un mot, il sembla comprendre qu'elle était confrontée à un choix difficile. Sa main se referma doucement sur la sienne, non pas avec urgence, mais avec une forme de reconnaissance silencieuse. Ce contact bref, presque imperceptible, renforça la détermination de Claire, tout en accentuant sa crainte. Elle comprit alors que sa présence dans ce lieu dépendrait de sa capacité à feindre l'ignorance, faire semblant de ne pas voir, de ne pas comprendre, de ne pas ressentir. Mais elle savait aussi que chaque concession de ce type l'éloignerait un peu plus de ses valeurs. Le véritable obstacle n'était pas une personne précise, ni même une règle écrite, mais ce système de pression invisible, construit pour décourager toute remise en question. En quittant la chambre ce jour-là, Claire eut la certitude que son séjour au manoir venait d'entrer dans une phase nouvelle, plus dangereuse. Elle n'était plus seulement face à un mystère médical, mais confrontée à une organisation déterminée à préserver le silence à tout prix. Et elle savait désormais que rester signifiait apprendre à avancer sur une ligne étroite, où chaque pas devait être calculé avec une extrême prudence. La nuit était tombée sur le manoir avec une lenteur presque oppressante. Les couloirs s'étaient vidés plus tôt que d'habitude, et le silence, déjà pesant en journée, devenait plus dense encore après le dîner. Claire, incapable de trouver le sommeil, ressentait une agitation inhabituelle. Les événements des derniers jours tournaient en boucle dans son esprit. Les regards insistants, les réponses évasives, les gestes interrompus d'Étienne. Tout formait un ensemble incohérent qui refusait de se dissiper. Elle tenta d'abord de se raisonner. Elle se rappela les avertissements reçus, la nécessité de ne pas dépasser ses fonctions. Pourtant, une certitude persistait. Il manquait des pièces essentielles à ce puzzle, et tant qu'elle resterait hors de sa portée, elle ne pourrait pas retrouver la paix intérieure. Elle se leva finalement, convaincue qu'elle ne parviendrait pas à dormir sans apaiser ce besoin de comprendre. La chambre d'Étienne se trouvait plongée dans une semi-obscurité. Une lampe de chevet diffusait une lumière douce, suffisante pour éclairer son visage sans l'éblouir. Il dormait ou feignait de dormir. Claire n'aurait su le dire. Elle s'assura que tout était en ordre, vérifia les appareils, ajusta légèrement la couverture. Puis, presque malgré elle, son regard se posa sur le meuble bas situé près du mur, celui qui contenait divers documents et effets personnels. Jusqu'alors, elle n'y avait jamais prêté attention. Ce soir-là, pourtant, une intuition la poussa à s'en approcher. Elle ouvrit doucement le premier tiroir. À l'intérieur, rien que des papiers administratifs sans intérêt immédiat. Le second tiroir, en revanche, contenait une chemise cartonnée plus ancienne, visiblement consultée à de nombreuses reprises. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle hésita longuement avant de l'ouvrir, consciente qu'elle franchissait une limite délicate. Les documents qu'elle découvrit étaient des comptes rendus médicaux datés de plusieurs semaines après l'accident d'Étienne. Ils décrivaient une évolution bien plus favorable que celle officiellement communiquée. Des améliorations notables de certaines fonctions, une récupération partielle de la motricité,
des signes clairs de lucidité cognitive. Claire relut chaque page avec une attention extrême, cherchant une erreur, une interprétation abusive. Mais les termes étaient précis, professionnels, sans ambiguïté possible. Ce qui la troubla davantage encore, c'était l'absence de toute suite à ses observations. Aucun rapport ultérieur ne mentionnait ses progrès, comme si cette période avait été volontairement effacée de l'historique officiel. Elle sentit une vague de froid parcourir son dos. Ce n'était plus une simple impression ou une intuition. Il existait une contradiction tangible entre ce qu'elle observait au quotidien et ce qui était consigné dans les dossiers qu'on lui avait remis. Elle referma lentement la chemise, laissa les documents exactement à leur place, consciente de l'importance de ne rien déplacer. Son esprit travaillait à toute vitesse. Pourquoi ces informations avaient-elles été dissimulées? Qui avait intérêt à maintenir l'image d'un homme incapable de se défendre ou de prendre des décisions? Chaque réponse possible ouvrait la porte à des implications graves, qu'elle n'était pas encore prête à affronter pleinement. Claire se redressa et tourna la tête vers le lit. Étienne la regardait. Ses yeux étaient ouverts, fixés sur elle, avec une intensité calme mais lourde de sens. Il n'exprimait ni colère ni surprise, seulement une forme de résignation mêlée d'espoir discret. Il n'avait rien dit, mais il savait. Il savait qu'elle avait vu ce qui ne devait pas être vu. Elle s'approcha lentement, posa un doigt sur ses lèvres dans un geste instinctif, presque protecteur. Elle n'osa pas parler, mais son regard cherchait à lui transmettre une promesse silencieuse. Étienne cligna légèrement des yeux, un mouvement infime qui suffisait à confirmer leur compréhension mutuelle. Soudain, un bruit se fit entendre dans le couloir. Des pas, mesurés, réguliers, se rapprochèrent de la chambre. Claire sentit son estomac se nouer. Elle se recula immédiatement, reprit une posture neutre, vérifia une dernière fois les appareils comme si elle accomplissait une tâche de routine. La porte s'ouvrit quelques secondes plus tard. Un membre du personnel passa la tête à l'intérieur, prétextant une vérification tardive. Tout semblait normal, trop normal. L'homme resta un instant de trop, balayant la pièce du regard, avant de repartir sans un mot. Lorsque la porte se referma, Claire sentit ses jambes faiblir légèrement. Elle venait de mesurer à quel point chaque geste pouvait être observé, interprété, potentiellement utilisé contre elle. En quittant la chambre, elle comprit que cette découverte marquait un point de non-retour. Elle détenait désormais une information qui changeait la nature même de sa présence au manoir. Ce n'était plus seulement une question d'éthique professionnelle, mais une responsabilité lourde, presque écrasante. Elle savait qu'elle devait agir avec une prudence extrême, car désormais, ce qu'elle ignorait encore était peut-être aussi dangereux que ce qu'elle venait de découvrir. Cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Elle resta allongée, les yeux ouverts dans l'obscurité, consciente que la vérité, même partielle, avait un prix. Et elle pressentait que ce prix serait bien plus élevé qu'elle ne l'avait jamais imaginé. L'apparition de Julien Delacroix ne se fit pas de manière spectaculaire. Elle s'insinua dans le quotidien du manoir avec une discrétion calculée, presque naturelle. Un matin, alors que Claire terminait les soins habituels d'Étienne, on frappa à la porte. Sans attendre de réponse, un homme entra, élégant, parfaitement maîtrisé dans ses gestes comme dans son expression. Il se présenta comme le neveu d'Étienne, venu s'assurer que tout se déroulait correctement. Son ton était courtois, son sourire précis, mais son regard s'attarda longuement sur Claire comme pour l'évaluer. Julien s'imposa rapidement comme une figure centrale de la maison. Il ne vivait pas au manoir, mais ses visites devinrent fréquentes, parfois quotidiennes. À chaque passage, il posait des questions détaillées sur l'état de son oncle, sur les traitements administrés, sur les horaires et les décisions prises. Officiellement, il se montrait soucieux, impliqué, presque exemplaire dans son rôle familial. Pourtant, Claire percevait une autre intention derrière cette attention excessive. Elle remarqua très vite que la présence de Julien modifiait l'attitude du personnel. Les échanges devenaient plus formels, plus prudents encore. Chacun semblait peser ses mots avec une rigueur accrue. Julien n'élevait jamais la voix, ne formulait jamais de reproches directs, mais il savait orienter les conversations, rappeler subtilement les règles, souligner l'importance de la hiérarchie et du respect des décisions établies. Son autorité ne venait pas d'un titre officiel, mais d'une influence évidente. Avec Étienne, le changement était encore plus frappant. Dès que Julien entrait dans la pièce, le corps du vieil homme se tendait imperceptiblement. Son regard se détournait,
Ses gestes devenaient plus limités, comme s'il se repliait sur lui-même. Claire observa cette réaction à plusieurs reprises, notant la différence flagrante entre les moments où Étienne était seul avec elle et ceux où son neveu était présent. Cette variation ne pouvait être attribuée au hasard. Julien s'adressait rarement directement à Étienne. Lorsqu'il le faisait, c'était avec une voix douce, presque condescendante, utilisant des phrases simples, comme s'il parlait à quelqu'un d'incapable de comprendre des propos complexes. Claire ressentait un malaise profond face à cette attitude. Elle savait, pour l'avoir constaté elle-même, qu'Étienne comprenait bien plus qu'on ne le laissait croire. Un après-midi, Julien demanda à s'entretenir avec Claire dans le salon adjacent à la chambre. Il la remercia pour son dévouement, souligna la confiance que la famille plaçait en elle, puis glissa progressivement vers un discours plus ambigu. Il évoqua la fragilité de la situation, la nécessité de stabilité, l'importance de ne pas perturber l'équilibre mis en place depuis l'accident. Chaque phrase semblait soigneusement choisie, comme si elle devait transmettre un message implicite sans jamais être explicite. Claire écoutait attentivement, consciente que cet échange n'avait rien d'anodin. Lorsqu'elle mentionna avec prudence certaines réactions positives observées chez Étienne, le visage de Julien se ferma légèrement. Il conserva son sourire, mais ses yeux perdirent leur chaleur. Il répondit que les progrès apparents pouvaient être trompeurs, que l'état de son oncle était complexe et qu'il valait mieux s'en tenir aux évaluations officielles. Il conclut en rappelant que toute initiative devait être validée par l'administration médicale, sans exception. À partir de ce jour, Claire eut la certitude d'être observée de près. Julien semblait connaître ses horaires, ses déplacements, parfois même ses conversations. Elle ne savait pas comment il obtenait ces informations, mais leur précision était troublante. Chaque fois qu'elle notait mentalement un détail inhabituel, elle se demandait si cela pourrait un jour se retourner contre elle. Pourtant, ce fut un commentaire en apparence anodin qui scella définitivement ses soupçons. Un soir, alors qu'il quittait la chambre d'Étienne, Julien s'arrêta près de la porte et lança d'un ton détaché que certaines personnes avaient tendance à voir ce qu'elles voulaient voir, surtout lorsqu'elles étaient trop impliquées émotionnellement. Il ajouta que ce genre de confusion pouvait coûter cher, tant sur le plan professionnel que personnel. Ces mots résonnèrent longtemps dans l'esprit de Claire. Ils n'étaient pas une menace directe, mais ils emportaient clairement l'ombre. Julien savait. Il savait qu'elle observait, qu'elle doutait, qu'elle n'était pas entièrement docile, et il voulait qu'elle le comprenne. Ce soir-là, Claire resta longtemps assise seule dans sa chambre, analysant chaque interaction avec Julien depuis son arrivée. Elle comprit que sa présence ne changeait pas seulement l'ambiance du manoir, mais la nature même du danger. Ce n'était plus une structure abstraite qui imposait le silence, mais un individu précis, doté de moyens, d'influence et d'un intérêt évident à maintenir la situation telle qu'elle était. Elle regarda ses mains, encore marquées par la fatigue des soins, et sentit une détermination nouvelle se former en elle, mêlée à une peur bien réelle. Julien Delacroix n'était pas simplement un proche inquiet, il était un acteur clé de ce qui se jouait dans cette maison, et désormais, chaque geste de Claire, chaque regard échangé avec Étienne, prenait une dimension bien plus risquée. Elle comprit alors que la situation avait basculé. La présence de Julien avait transformé ses doutes en certitudes inquiétantes. Et même si elle ne savait pas encore comment agir, une chose était claire. Reculer devenait de plus en plus difficile, car fermer les yeux face à ce qu'elle voyait reviendrait à trahir non seulement Étienne, mais aussi tout ce en quoi elle croyait. À partir de ce moment, Claire comprit que l'improvisation n'avait plus sa place. Chaque geste devait être mesuré, chaque décision soigneusement pesée. Elle savait désormais que toute action trop visible attirerait l'attention de Julien Delacroix et de l'administration de la maison, ce qui pourrait mettre fin brutalement à sa présence au manoir. Or, quitter cet endroit sans comprendre pleinement ce qui s'y jouait lui semblait désormais impensable. Elle décida donc d'adopter une stratégie fondée sur l'observation silencieuse et la patience. Elle continua à remplir ses fonctions avec un professionnalisme irréprochable, respectant scrupuleusement les protocoles imposés. En apparence, rien n'avait changé. Elle administrait les traitements aux heures prévues, consignait les constantes dans les registres officiels et échangeait le strict minimum avec le reste du personnel. Pourtant, en parallèle, elle commença à noter mentalement chaque détail qui sortait de l'ordinaire. Les horaires de visite de Julien, les réactions physiques d'Étienne en sa présence, les variations de son état lorsqu'il était laissé au calme.
Tout devenait une donnée précieuse. Claire remarqua rapidement que les moments où Julien était absent offraient un contraste frappant. Étienne semblait plus détendu, sa respiration plus régulière, ses traits moins figés. Il réagissait davantage aux stimulations simples, comme le son de sa voix ou le contact de sa main. Parfois, il tentait même de bouger légèrement les doigts, comme pour attirer son attention. Ses progrès, bien que discrets, étaient constants et ne correspondaient pas au tableau clinique figé décrit dans les documents officiels. Elle observa également les habitudes du personnel. Certains employés évitaient systématiquement la chambre d'Étienne lorsque Julien était présent, tandis que d'autres semblaient soudainement plus zélés, multipliant les passages inutiles. Claire comprit que chacun avait trouvé sa propre manière de se protéger. Le silence n'était pas seulement imposé, il était intégré, presque accepté comme une condition de survie professionnelle. Chaque soir, dans la solitude de sa chambre, Claire repassait mentalement le déroulement de la journée. Elle se refusait à écrire quoi que ce soit, consciente que le moindre carnet pouvait être découvert. Elle entraînait sa mémoire, retenant les détails avec une précision presque obsessionnelle. Ce travail invisible lui demandait une concentration constante, mais il lui donnait aussi le sentiment de reprendre un peu de contrôle sur une situation qui lui échappait. Un après-midi, alors qu'elle aidait Étienne à changer de position, un événement inattendu se produisit. Il leva lentement la main avec un effort manifeste et attrapa le bord de sa manche. Le geste était faible, tremblant, mais volontaire. Claire s'immobilisa, consciente du poids de cet instant. Elle s'assura d'abord qu'ils étaient seuls, puis se pencha légèrement vers lui. Étienne la regardait avec une intensité nouvelle, presque urgente. Il tenta de parler, mais aucun son intelligible ne sortit de sa bouche. Frustré, il ferma brièvement les yeux, puis les rouvrit avec détermination. Sa main se déplaça lentement, dessinant un mouvement maladroit sur le drap, comme s'il essayait d'indiquer quelque chose. Claire suivit la trajectoire du geste et comprit qu'il pointait vers la porte. Puis, avec un effort supplémentaire, il secoua légèrement la tête dans un signe clair de refus ou de mise en garde. Ce simple échange, dénué de mots, bouleversa profondément Claire. Il confirmait ce qu'elle pressentait depuis des jours. Étienne n'était pas seulement conscient, il était lucide quant à sa situation et aux dangers qui l'entouraient. Il cherchait à communiquer, à alerter, mais se trouvait prisonnier de son propre corps et d'un environnement hostile à toute vérité. Claire répondit par un léger hochement de tête, un geste discret destiné à le rassurer. Elle n'osa pas prolonger l'échange. Elle savait que le moindre instant de trop pouvait être interprété comme une anomalie. Elle se redressa, reprit son attitude professionnelle et poursuivit les soins comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Pourtant, intérieurement, elle sentait une détermination nouvelle s'ancrer en elle. À partir de ce jour, elle adapta encore davantage sa conduite. Elle évita toute question directe, toute remarque susceptible d'éveiller des soupçons. Elle se contenta d'observer, de comparer, de comprendre. Elle apprit à lire les silences, à interpréter les regards, à distinguer ce qui était dit de ce qui était volontairement omis. Chaque détail devenait une pièce supplémentaire d'un mécanisme complexe. Elle comprit également que le temps jouait un rôle essentiel. Précipiter les choses serait une erreur. Elle devait attendre le bon moment, celui où les éléments s'assembleraient d'eux-mêmes, rendant impossible toute négation de la réalité. Cette attente était éprouvante, mais elle lui permettait de rester en place, d'accumuler les preuves invisibles de ce qu'elle voyait chaque jour. Le soir où Étienne réussit, pour la première fois à serrer sa main avec une force légèrement plus affirmée, Claire sentit une émotion intense la traverser. Ce geste infime pour un observateur extérieur représentait pour elle une confirmation irréfutable. Il progressait, et quelqu'un, quelque part, avait intérêt à ce que ces progrès restent cachés. En quittant la chambre ce soir-là, Claire savait que sa décision était prise. Elle continuerait à agir avec une extrême prudence, mais elle n'abandonnerait pas. Elle avait choisi de voir, de comprendre et de rester. Et même si le chemin à venir s'annonçait dangereux, elle était désormais convaincue que reculer serait bien plus insupportable que d'affronter les conséquences de la vérité. Les conséquences de cette vigilance accrue ne tardèrent pas à se manifester. Claire sentit le changement avant même qu'on ne le lui dise clairement. Les regards du personnel se faisaient plus distants, parfois chargés d'une méfiance nouvelle. Les échanges, déjà rares, devinrent presque inexistants. Elle n'était plus seulement une employée discrète,
mais une présence que l'on surveillait avec une attention accrue, comme si sa simple existence représentait un facteur de déséquilibre. Un matin, alors qu'elle terminait de consigner les constantes d'Étienne, elle fut informée qu'elle devait se présenter immédiatement à une réunion avec l'administration de la maison. Le ton employé ne laissait place à aucune discussion. Claire sentit une tension sourde monter en elle, mais elle conserva un calme apparent. Elle savait que toute réaction excessive pourrait être utilisée contre elle. La réunion se tint dans la même pièce impersonnelle où elle avait déjà été convoquée auparavant. Cette fois, ils étaient deux face à elle, le gestionnaire habituel accompagné d'une femme chargée des ressources humaines privée de la famille Delacroix. Dès les premières minutes, Claire comprit que l'échange ne serait pas une simple formalité. On lui reprocha un comportement jugé inapproprié, sans toutefois entrer dans des détails précis. On évoqua un manque de distance émotionnelle avec le patient, une tendance à interpréter subjectivement certaines réactions et une difficulté supposée à respecter strictement le cadre défini par la famille. Claire tenta de répondre avec calme, rappelant qu'elle n'avait agi que dans le respect de son rôle et de son code de déontologie. Ses paroles furent accueillies avec des sourires polis mais fermés. On lui expliqua que, dans ce contexte particulier, ce n'était pas son appréciation personnelle qui comptait, mais l'adhésion totale aux décisions déjà établies. Le message était clair. Sa manière d'être, plus que ses actes, posait problème. On alla jusqu'à suggérer qu'elle pourrait être temporairement suspendue de ses fonctions si ces dérives venaient à se répéter. Cette menace, à peine voilée, frappa Claire de plein fouet. Elle pensa à sa situation financière, à l'instabilité qu'une perte soudaine d'emploi entraînerait. Elle pensa aussi au regard d'Étienne, à cette confiance muette qu'il avait placée en elle. Prise entre ces deux réalités, elle sentit pour la première fois un véritable découragement l'envahir. De retour dans sa chambre, Claire s'effondra sur le lit. La fatigue accumulée, la pression constante, l'impression d'être isolée face à une organisation puissante, tout cela pesa lourdement sur ses épaules. Elle envisagea sérieusement de partir, quitter le manoir, reprendre une vie plus simple, moins dangereuse. Elle se demanda si son obstination n'était pas une forme d'orgueil mal placé, si elle ne se battait pas contre un système trop vaste pour être ébranlée par une seule personne. Les heures passèrent lentement. Le manoir semblait plus silencieux que jamais, comme s'il retenait son souffle. Claire se leva finalement, décida de faire un dernier passage auprès d'Étienne avant de prendre une décision définitive. Elle se disait qu'elle lui devait au moins cela, un dernier soin exécuté avec la même attention que les précédents. Lorsqu'elle entra dans la chambre, elle fut frappée par l'expression de son visage. Étienne était éveillé, plus attentif que d'habitude. Ses yeux se posèrent immédiatement sur elle, comme s'il avait pressenti son trouble. Claire s'approcha, vérifia les appareils, ajusta la perfusion. Tout était en ordre. Pourtant, quelque chose dans l'air semblait différent, presque chargé d'une urgence silencieuse. Alors qu'elle s'apprêtait à se redresser, Étienne fit un effort visible. Sa main se leva lentement, tremblante, mais déterminée. Il attrapa le pan de sa blouse et le serra faiblement, puis plus fermement dans la mesure de ses capacités. Claire se figea. Elle s'assura instinctivement que la porte était bien fermée. Étienne la regardait avec une intensité rare, presque douloureuse. Il remua les lèvres, sans produire de son clair, mais Claire comprit qu'il essayait de former des mots. Frustré, il inspira profondément, puis utilisa le peu de force dont il disposait pour secouer lentement la tête. Ce geste simple et pourtant chargé de sens semblait répondre à une question qu'elle n'avait pas formulée à voix haute, comme s'il lui disait de ne pas abandonner. Claire sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elle se força à rester stable. Elle posa doucement sa main sur celle d'Étienne, dans un geste mesuré, professionnel en apparence, mais profondément humain. À cet instant précis, elle comprit que partir serait une forme de trahison, non seulement envers lui, mais envers elle-même. La peur était réelle, mais elle ne pouvait plus ignorer ce qu'elle savait. Quelques minutes plus tard, des pas résonnèrent dans le couloir. Claire se redressa immédiatement, relâcha la main d'Étienne et reprit une attitude neutre. La porte s'ouvrit, laissant apparaître un membre du personnel venu vérifier un détail sans importance. Tout semblait ordinaire, mais Claire savait que chaque seconde passée ici était désormais comptée. Cette nuit-là, elle prit une décision claire. Elle n'agirait pas de manière impulsive, mais elle ne renoncerait pas non plus. Si elle devait partir, ce ne serait pas sous la pression ou la peur,
mais après avoir compris jusqu'au bout ce qui se tramait dans cette maison. Elle savait désormais que quelqu'un cherchait à la pousser vers la sortie, et que cette précipitation était en soi un aveu inquiétant. Allongée dans l'obscurité, Claire sentit une fatigue profonde l'envahir, mêlée à une lucidité nouvelle. Elle avait frôlé l'abandon, mais ce revers avait aussi renforcé sa détermination. Elle n'était peut-être qu'une infirmière isolée, mais elle détenait quelque chose de précieux. La vérité observable, concrète, inscrite dans les gestes, les réactions et les silences. Et tant qu'elle serait là, cette vérité continuerait d'exister, même si tout était fait pour l'étouffer. Après la nuit agitée qui suivit la réunion avec l'administration, Claire se leva avec une sensation étrange, mélange de fatigue profonde et de lucidité nouvelle. Quelque chose avait basculé en elle. Elle n'était plus seulement dans l'observation prudente ou dans l'attente silencieuse. Les événements récents, les pressions exercées sur elle et la réaction d'Étienne avaient créé un enchaînement logique qu'elle ne pouvait plus ignorer. Les faits, pris isolément, pouvaient sembler anodins. Mais mis bout à bout, ils dessinaient désormais une structure cohérente, inquiétante et rationnelle. Elle commença par revoir mentalement tout ce qu'elle savait du passé récent d'Étienne Delacroix. Les informations fournies à son arrivée étaient étonnamment vagues. Un accident grave, peu de détails sur les circonstances exactes, des séquelles décrites de manière générale, sans précision technique approfondie. À l'époque, elle n'y avait pas prêté attention, habituée à recevoir des dossiers incomplets dans le milieu hospitalier public. Mais ici, ce flou prenait une autre dimension. Progressivement, au fil de discussions fragmentaires entendues dans les couloirs, Claire avait perçu des allusions à des tensions familiales. Rien de direct, jamais formulé clairement, mais des phrases inachevées, des silences soudains dès qu'elle approchait. Elle se souvenait notamment d'un échange entre deux membres du personnel évoquant une succession compliquée, interrompue net lorsqu'ils avaient réalisé qu'elle se trouvait à proximité. Sur le moment, elle n'avait pas cherché à en savoir plus. Désormais, cette conversation prenait un sens nouveau. Claire remarqua également que certains documents administratifs liés au fonctionnement du manoir faisaient référence à des décisions récentes concernant la gestion du patrimoine d'Étienne. Des signatures avaient été apposées par procuration, toujours justifiées par l'incapacité supposée du propriétaire à prendre part à ses choix. Cette incapacité, pourtant, ne correspondait pas à ce qu'elle observait chaque jour auprès de lui. Étienne comprenait, analysait, réagissait. Il était affaibli physiquement, mais son esprit demeurait alerte. Au fil des jours, Claire affina son regard. Elle observa les visites de Julien avec une attention nouvelle. Le neveu ne venait jamais à l'improviste. Ses passages semblaient toujours coïncider avec des moments clés, comme des échanges téléphoniques importants ou des arrivées de documents. Il parlait souvent à voix basse, s'isolant dans un bureau dont l'accès était strictement limité. Lorsqu'il croisait Claire ensuite, son attitude oscillait entre une cordialité forcée et une froideur à peine dissimulée. Un élément en particulier retint l'attention de Claire. Chaque fois que Julien passait plusieurs heures au manoir, l'organisation des soins d'Étienne semblait se rigidifier. Les aides-soignants suivaient les protocoles à la lettre, sans la moindre adaptation. Toute initiative visant à stimuler davantage le patient était systématiquement repoussée. À l'inverse, lorsque Julien s'absentait plusieurs jours, une certaine souplesse réapparaissait, presque malgré le personnel. Étienne profitait alors de ces moments pour montrer davantage de réactivité, comme si son corps répondait à une liberté retrouvée. Claire commença à comprendre que l'accident n'était peut-être que le point de départ d'une situation bien plus complexe. Elle ne disposait d'aucune preuve formelle d'un acte volontaire, mais les conséquences de cet accident semblaient exploitées avec une précision troublante. L'état d'Étienne, présenté comme figé et irréversible, servait de fondement à des décisions juridiques et financières majeures. Et Julien se trouvait au centre de ce dispositif. Cette prise de conscience provoqua chez Claire un mélange de colère contenue et de prudence accrue. Elle savait que toute conclusion hâtive serait dangereuse. Elle ne cherchait pas à construire une accusation, mais à comprendre un enchaînement logique de faits. Et plus elle observait, plus cette logique se renforçait. Rien ne relevait du hasard. Tout semblait organisé autour d'un objectif précis, maintenir Étienne dans une position de dépendance maximale, tant physique que décisionnelle. Un soir, alors qu'elle effectuait les soins habituels, Claire prit le temps d'observer Étienne plus longuement que d'ordinaire. Elle lui parla calmement, sans poser de questions directes,
évoquant simplement des choses simples, le temps, la lumière du jour, les arbres visibles depuis la fenêtre. Elle remarqua alors une réaction nette, lorsque le nom de Julien fut mentionné, même de manière indirecte. Les traits d'Étienne se tendirent immédiatement, et sa main se crispa légèrement. Cette réaction instinctive confirma ce qu'elle pressentait depuis plusieurs jours. Claire comprit alors que la peur jouait un rôle central, non pas une peur diffuse ou irrationnelle, mais une peur précise, dirigée, liée à des rapports de pouvoir bien réels. Étienne n'était pas seulement affaibli par son état de santé, il était placé dans une situation où chaque tentative d'expression pouvait avoir des conséquences. Cette peur expliquait ses silences, ses gestes interrompus, son repli soudain en présence de certaines personnes. À partir de ce constat, Claire cessa de douter de sa propre perception. Elle ne possédait pas encore les moyens d'agir, mais elle avait désormais une compréhension claire du contexte. Ce qui se jouait dans ce manoir dépassait largement le cadre médical. Il s'agissait d'un contrôle progressif, méthodique, rendu possible par l'isolement, l'autorité familiale et l'apparence d'une prise en charge irréprochable. En quittant la chambre ce soir-là, Claire sentit que les pièces du puzzle commençaient enfin à s'assembler. Ce n'était pas une révélation brutale, mais une construction patiente, fondée sur des faits observables. Et cette compréhension nouvelle modifia profondément sa posture. Elle n'était plus seulement sur la défensive. Elle savait désormais contre quoi, ou plutôt contre qui, elle devait se protéger. Et surtout, elle comprenait que la vérité, une fois pleinement révélée, avait le pouvoir de bouleverser l'équilibre fragile qui régnait dans cette maison depuis l'accident d'Étienne. La compréhension nouvelle que Claire avait acquise ne lui apporta aucun soulagement. Au contraire, elle fit monter la tension à un niveau qu'elle n'avait encore jamais connu. Désormais, chaque minute passée au manoir avait le poids d'une décision potentielle. Elle savait que rester passive revenait à accepter tacitement ce qui se jouait sous ses yeux, mais agir ouvertement pouvait provoquer une réaction immédiate et irréversible de la part de ceux qui contrôlaient la situation. Le fragile équilibre qu'elle avait maintenu jusque-là menaçait de se rompre au moindre faux pas. Les jours suivants furent marqués par une rigidité inhabituelle dans l'organisation de la maison. Les visites de Julien se multiplièrent, parfois à des heures imprévues. Il semblait plus tendu, plus impatient, même s'il continuait à afficher une façade maîtrisée. Claire remarqua qu'il posait davantage de questions sur les détails des soins, sur les horaires exacts, sur les réactions d'Étienne au fil de la journée. Cette attention accrue n'avait rien d'anodin. Elle ressemblait davantage à une tentative de contrôle qu'à une inquiétude sincère. Claire, de son côté, redoubla de prudence. Elle mesurait chaque mot, chaque regard. Elle savait que la moindre incohérence dans son comportement pouvait être interprétée comme une faute professionnelle. Pourtant, intérieurement, une pression constante s'exerçait sur elle. Elle se sentait coincée entre deux responsabilités inconciliables. D'un côté, son devoir envers son patient, envers l'homme qu'elle voyait lutter silencieusement pour conserver un semblant de contrôle sur sa vie. De l'autre, sa propre sécurité, son avenir professionnel et la réalité d'un système prêt à l'écarter sans difficulté. Un après-midi, la situation atteignit un point critique. Claire constata chez Étienne une réaction motrice plus nette que les précédentes. Son bras, habituellement presque immobile, répondit de manière coordonnée à une stimulation simple. Ce progrès, bien que modeste, était indéniable. Selon toute logique médicale, il aurait dû être consigné et évalué. Claire resta immobile quelques secondes, consciente que ce qu'elle allait décider déterminerait la suite des événements. Elle aurait pu ignorer ce signe, le ranger mentalement parmi les observations non officielles, comme elle l'avait fait auparavant. Mais quelque chose en elle refusa cette fois de céder. Elle savait que continuer à taire ses évolutions revenait à participer activement à une dissimulation. Pourtant, inscrire cette information dans les registres officiels signifiait attirer l'attention immédiate de l'administration et par extension de Julien. Après un long moment d'hésitation, Claire choisit une voie intermédiaire. Elle consigna l'observation de manière factuelle, sans interprétation, sans conclusion hâtive. Elle se contenta de décrire ce qu'elle avait vu, avec la précision clinique la plus neutre possible. En posant son stylo, elle sentit ses mains trembler légèrement. Ce simple acte, pourtant banal en apparence, lui donna l'impression d'avoir franchi une ligne invisible. La réaction ne se fit pas attendre. Le soir même, Julien demanda à la voir. L'entretien eut lieu dans le salon, loin des regards, mais pas à l'abri des oreilles indiscrètes.
Le ton de Julien était calme, presque aimable, mais une tension sous-jacente transparaissait dans chacun de ses mots. Il évoqua le compte-rendu récent, s'interrogea sur la pertinence de certaines notations, suggéra que la fatigue ou l'attachement excessif pouvaient altérer le jugement d'un soignant. Claire répondit avec un sang-froid qu'elle ne se connaissait pas. Elle rappela qu'elle n'avait fait que rapporter un fait observable, sans extrapolation. Julien la regarda longuement, comme s'il cherchait à mesurer jusqu'où elle était prête à aller. Puis il changea de registre. Il parla des conséquences possibles d'une mauvaise interprétation, des procédures internes, des responsabilités engagées en cas d'erreur. Chaque phrase était une pression supplémentaire, destinée à la faire reculer. À cet instant précis, Claire comprit qu'elle se trouvait à un carrefour. Continuer dans cette voie signifiait accepter un affrontement silencieux, mais réel. Se taire à nouveau lui offrirait une sécurité immédiate, au prix d'un renoncement définitif. Elle sentit la peur s'insinuer en elle, une peur lucide, rationnelle, liée à des risques bien concrets. Mais cette peur ne parvint pas à étouffer une autre émotion, plus profonde encore, la certitude qu'elle ne pourrait plus se regarder sans honte si elle cédait. Le regard d'Étienne, croisé plus tard dans la soirée, acheva de sceller sa décision. Il n'y avait ni supplique ni dramatique dans ses yeux, seulement une attente silencieuse, digne. Claire comprit alors que le véritable enjeu ne se résumait pas à un conflit avec Julien ou à un désaccord professionnel. Il s'agissait de la possibilité, ou non, de rendre à cet homme une part de sa voix. Le manoir, cette nuit-là, sembla plus oppressant que jamais. Chaque bruit prenait une ampleur démesurée. Claire savait que le temps des observations discrètes touchait à sa fin. Les événements s'accéléraient, et les forces en présence se repositionnaient. Un affrontement ouvert n'avait pas encore eu lieu, mais il se dessinait clairement dans les regards, les silences et les décisions à demi formulées. Allongée dans l'obscurité, Claire accepta enfin l'évidence. Quelle que soit l'issue, il n'y aurait plus de retour en arrière. Elle avait choisi de ne plus se taire complètement. Et dans cet environnement où tout reposait sur le contrôle et la dissimulation, ce choix, aussi mesuré fût-il, constituait déjà un acte de résistance. Les jours qui suivirent l'entretien avec Julien furent marqués par une tension presque palpable. Rien n'était dit ouvertement, mais tout semblait prêt à basculer. Claire poursuivait son travail avec une rigueur absolue, consciente que la moindre erreur serait exploitée contre elle. Pourtant, quelque chose avait changé dans l'équilibre interne du manoir. Elle le percevait dans les attitudes, dans certains silences plus lourds que d'autres, mais aussi dans des détails infimes qui, mis ensemble, annonçaient un déplacement des forces en présence. Elle remarqua d'abord que Julien n'était plus aussi omniprésent. Ses visites, bien que toujours régulières, perdaient en spontanéité. Elles semblaient désormais programmées, cadrées, presque contraintes. Lorsqu'il était là, il paraissait moins sûr de lui, plus attentif aux réactions de chacun. Cette évolution ne passait pas inaperçue aux yeux de Claire, qui comprit que quelque chose échappait progressivement à son contrôle. Un matin, alors qu'elle se rendait à la chambre d'Étienne, elle croisa l'un des médecins extérieurs chargés de consultations ponctuelles. Jusqu'alors, leurs échanges avaient été strictement formels, limités à quelques phrases protocolaires. Ce jour-là, cependant, le médecin s'arrêta un instant de plus. Il observa Claire attentivement avant de lui demander à voix basse comment elle jugeait réellement l'évolution de son patient. La question, simple en apparence, surprit profondément Claire. Elle hésita quelques secondes. Elle savait que cette réponse pouvait avoir des conséquences, mais elle sentit aussi dans le regard de son interlocuteur une sincérité nouvelle, une attente réelle. Elle répondit avec précision, en s'appuyant uniquement sur des faits cliniques observables. Elle évoqua les réactions motrices, la lucidité, les variations selon le contexte. Elle ne formula aucune accusation, mais laissa les faits parler d'eux-mêmes. Le médecin l'écouta sans l'interrompre. Lorsqu'elle eut terminé, il resta silencieux quelques instants, puis hocha lentement la tête. Il lui confia alors, toujours avec prudence, qu'il n'était pas le seul à avoir noté certaines incohérences dans le suivi d'Étienne. D'autres professionnels avaient exprimé des réserves, restés jusqu'ici sans suite, faute de coordination et par crainte de perturber un cadre présenté comme maîtrisé. Cette révélation frappa Claire de plein fouet. Elle comprit alors qu'elle n'avait jamais été seule dans ses doutes. La différence, c'est que chacun les avait gardés pour soi, par prudence ou par résignation. Le système en place reposait précisément sur cet isolement des consciences.
Le fait que ces interrogations commencent à se rejoindre changeait profondément la donne. Dans les jours suivants, Claire observa de nouveaux signes de fissures dans le dispositif soigneusement établi autour d'Étienne. Certains documents furent discrètement réexaminés. Des consultations supplémentaires furent programmées, sous couvert de contrôle de routine. Julien, de son côté, se montrait plus tendu, plus réactif à la moindre initiative extérieure. Il tentait de conserver son autorité, mais son assurance semblait s'effriter. Un événement en particulier marqua un tournant décisif. Lors d'une visite médicale, Étienne fut soumis à une évaluation plus approfondie que celle réalisée jusque-là. Claire était présente, comme à son habitude, mais cette fois le médecin s'adressa directement au patient, sans passer par des intermédiaires. Il lui posa des questions simples, adaptées à son état, mais suffisamment claires pour évaluer sa compréhension. Étienne répondit par des signes cohérents, sans ambiguïté possible. Le silence qui suivit ces échanges fut lourd de sens. Personne ne pouvait plus nier ce qui se déroulait sous leurs yeux. L'état cognitif d'Étienne ne correspondait pas à la description officielle qui justifiait tant de décisions prises en son nom. Claire sentit une tension presque électrique parcourir la pièce. Julien, présent à distance, observa la scène avec un visage fermé, conscient que quelque chose lui échappait définitivement. À partir de ce moment, les événements s'enchaînèrent plus rapidement. Des discussions eurent lieu hors de la présence de Claire, mais elle en percevait les échos. Le ton avait changé. Il n'était plus question de préserver une version figée de la situation, mais de gérer une réalité devenue impossible à dissimuler. Les alliances tacites qui maintenaient le silence commencèrent à se déliter. Claire fut de nouveau convoquée par l'administration, mais cette fois l'atmosphère était différente. On ne l'accusait plus, on lui demandait de préciser, de documenter, de structurer ses observations. Ce renversement la laissa presque déstabilisée. Elle répondit avec la même rigueur que toujours, consciente que chaque mot devait rester strictement factuel. Elle comprit que sa crédibilité, longtemps mise en doute, devenait désormais un élément central du processus en cours. Julien tenta bien de reprendre la main. Il multiplia les interventions, chercha à relativiser, à temporiser, à invoquer des interprétations alternatives. Mais ses arguments perdèrent de leur force face à l'accumulation d'éléments concordants. Ce n'était plus une voix isolée qui s'élevait, mais plusieurs regards professionnels qui convergeaient vers la même conclusion. Pourtant, Claire savait que tout n'était pas encore joué. Un dernier obstacle subsistait. Les décisions prises jusque-là avaient créé une situation juridique et administrative complexe. Reconnaître officiellement l'état réel d'Étienne impliquait de remettre en question des choix lourds de conséquences. Certains préféraient encore gagner du temps, espérant limiter les dégâts plutôt que de les affronter. En observant Étienne ce soir-là, Claire sentit un mélange d'espoir et de prudence l'envahir. Il semblait plus présent que jamais, attentif, presque apaisé. Il savait à sa manière que quelque chose changeait. Mais Claire savait aussi que tant que les choses ne seraient pas formalisées, rien ne serait définitivement acquis. La vérité avait commencé à émerger, mais elle devait encore franchir une dernière barrière avant de pouvoir s'imposer pleinement. Le processus qui s'enclencha après les dernières évaluations médicales ne fut ni rapide ni simple. Claire comprit très vite que, même lorsque la vérité devenait visible, elle ne s'imposait jamais sans résistance. Les jours suivants furent consacrés à une succession de réunions, de contre-analyses et de vérifications administratives destinées à consolider ce qui ne pouvait plus être ignoré. Le manoir, autrefois figé dans un silence oppressant, devint le théâtre d'une agitation feutrée où chaque décision semblait peser avec une extrême prudence. Des autorités médicales indépendantes furent sollicitées pour réexaminer l'état d'Étienne Delacroix. Leur intervention se fit sous couvert de procédures standards, mais Claire savait que cette démarche marquait une rupture décisive avec la gestion précédente. Les médecins, extérieurs à l'influence directe de la famille, procédèrent à des examens approfondis, prenant le temps nécessaire pour observer, questionner et comparer. Claire assista à ces évaluations avec une attention constante, consciente que chaque détail comptait. Étienne, malgré la fatigue, répondit du mieux qu'il pouvait. Ces réactions, désormais observées par plusieurs professionnels, confirmaient ce que Claire constatait depuis des semaines. Sa compréhension était intacte, ses réponses cohérentes, sa capacité à exprimer des choix limités par son état physique, mais bien réel. Cette reconnaissance officielle provoqua un changement tangible dans son traitement.
Les soins furent progressivement adaptés, non plus dans une logique de simple maintien, mais dans une perspective de récupération partielle et de stimulation contrôlée. Parallèlement, les conséquences administratives commencèrent à se dessiner. Certaines décisions prises en l'absence supposée de lucidité d'Étienne furent suspendues. Des procurations furent réexaminées, des signatures mises en attente. Cette remise en question déclencha des tensions évidentes, notamment du côté de Julien, dont l'attitude devint de plus en plus instable. Il oscillait entre une apparente coopération et des tentatives de ralentir le processus, invoquant la prudence, les risques, les délais nécessaires. Claire observa ces manœuvres avec un regard désormais lucide. Elle ne ressentait plus la même peur qu'auparavant, même si la pression restait forte. Elle savait que le rapport de force avait évolué. Ce n'était plus une infirmière isolée face à un système fermé, mais un ensemble de professionnels, confrontés à des faits établis. Cette dynamique nouvelle lui donna la force de continuer, malgré l'épuisement accumulé. Le prix émotionnel, cependant, était élevé. Claire dormait peu, constamment sollicitée pour répondre à des questions, clarifier des observations, participer à des échanges complexes qui dépassaient largement le cadre initial de son poste. Elle se sentait parfois dépassée, consciente que sa vie avait pris une direction imprévue. Pourtant, chaque fois que le doute la gagnait, il lui suffisait de croiser le regard d'Étienne pour retrouver un sens à ce qu'elle faisait. Avec l'amélioration progressive de sa prise en charge, Étienne sembla retrouver une forme de dignité qui lui avait été refusée trop longtemps. Il participait davantage aux décisions concernant ses soins, exprimait ses préférences par des gestes clairs, parfois même par quelques mots difficiles mais intelligibles. Cette évolution, bien que lente, représentait une victoire silencieuse sur les mois de contrôle et de réduction auxquels il avait été soumis. Le personnel du manoir, lui aussi, dut s'adapter à cette nouvelle réalité. Certains employés semblaient soulagés, comme libérés d'un poids invisible. D'autres restaient sur la réserve, inquiets des conséquences possibles de cette transition. Claire comprit alors que le silence qui avait régné si longtemps n'était pas uniquement le fruit de la peur, mais aussi d'un mécanisme collectif de protection, chacun tentant de préserver sa place sans mesurer pleinement l'impact de cette passivité. Les discussions finales furent les plus difficiles. Reconnaître officiellement les manquements impliquait d'admettre que des choix avaient été faits au détriment d'un homme vulnérable. Les responsabilités furent abordées avec précaution, parfois avec réticence. Claire assista à ces échanges sans intervenir davantage que nécessaire. Elle savait que son rôle n'était pas d'accuser, mais de maintenir la cohérence des faits qu'elle avait observés et rapportés. Lorsque la décision fut prise de modifier durablement le cadre de vie et de soins d'Étienne, un profond soulagement envahit Claire, mêlé à une fatigue intense. Elle savait que tout n'était pas réparé, que certaines blessures, physiques comme morales, laisseraient des traces. Mais le plus important avait été accompli. La réalité d'Étienne avait été reconnue, et avec elle, son droit à être considéré comme un individu capable de ressentir, comprendre et décider. Le soir où les nouvelles dispositions furent officiellement mises en place, Claire resta un long moment seule dans le jardin du manoir. L'air frais de la nuit contrastait avec les semaines d'oppression qu'elle venait de traverser. Elle repensa au chemin parcouru, aux hésitations, aux peurs, au moment où elle avait failli renoncer. Elle comprit alors que cette expérience l'avait profondément transformée. Elle n'était plus la même infirmière qui avait franchi le portail pour la première fois, attirée par une opportunité financière. Elle savait aussi que son avenir ne se trouvait plus entre ses murs. Sa mission touchait à sa fin. Même si elle continuait encore quelque temps à accompagner Étienne dans cette transition, elle sentait que son rôle principal avait été accompli. Le dénouement approchait, porteur de changements irréversibles. Rien ne serait jamais tout à fait comme avant, ni pour Étienne ni pour elle. Et malgré le poids de ce qu'elle avait traversé, Claire ressentait une certitude calme. Elle avait tenu bon, et cela suffisait à donner un sens durable à chacun de ses choix. Le départ de Claire du manoir ne se fit pas dans la précipitation. Il fut progressif, presque discret, à l'image de tout ce qu'elle avait accompli depuis son arrivée. Les jours qui suivirent la mise en place définitive des nouvelles décisions furent consacrés à la transition. Étienne bénéficiait désormais d'un suivi médical transparent, encadré par plusieurs professionnels indépendants. Les soins étaient adaptés à son état réel, et surtout, il était consulté, écouté, reconnu. Cette simple reconnaissance transformait profondément son quotidien.
Claire continua de l'accompagner pendant quelque temps, veillant à ce que les ajustements se fassent sans rupture. Elle observait avec une attention calme les progrès lents mais constants d'Étienne. Ses gestes restèrent limités, son corps marqué par l'épreuve, mais son regard avait changé. Il n'était plus chargé de tension ou de méfiance. Il exprimait une présence apaisée, une forme de soulagement discret. Il savait que le contrôle qui pesait sur lui s'était desserré, même si les conséquences de cette période laisseraient des traces durables. Les échanges entre eux restaient sobres, faits de regards, de gestes simples, parfois de mots difficiles mais sincères. Un après-midi, alors qu'elle l'aidait à s'installer près de la fenêtre, Étienne parvint à articuler quelques phrases courtes. Il la remercia, sans emphase, sans dramatisation. Ce remerciement, prononcé avec effort mais clarté, eut sur Claire un impact profond. Elle n'avait jamais cherché la reconnaissance. Pourtant, entendre ces mots confirma que chacun de ses choix, chacune de ses hésitations surmontées, avait eu un sens. Dans le manoir, l'atmosphère avait radicalement changé. Le silence n'était plus oppressant, mais simplement celui d'une grande demeure, retrouvant un rythme plus humain. Certains membres du personnel avaient quitté leur poste, d'autres étaient restés, soulagés de travailler dans un cadre désormais plus clair. Julien, quant à lui, s'était progressivement effacé. Sa présence se faisait rare, distante. Les conséquences de ce qui avait été révélé redessinaient inévitablement les relations familiales et les équilibres établis. Claire ne chercha jamais à savoir ce qu'il adviendrait précisément de lui. Ce n'était pas son combat. Le jour où Claire annonça officiellement son départ, la décision fut accueillie sans surprise. Elle expliqua simplement qu'elle souhaitait reprendre une vie plus stable, plus en accord avec ce qu'elle avait traversé. Elle ne parla ni de fatigue, ni de désillusion. Elle savait que cette expérience avait renforcé quelque chose d'essentiel en elle. Elle avait tenu face à la pression, face au doute, face à la peur rationnelle des conséquences. Elle avait agi sans bruit, mais avec constance. Lorsqu'elle quitta le manoir pour la dernière fois, le portail se referma derrière elle sans le bruit solennel qui l'avait tant marqué à son arrivée. Le paysage lui sembla différent. Non pas parce qu'il avait changé, mais parce qu'elle-même n'était plus la même. Elle ne ressentait ni triomphe ni amertume, seulement une forme de calme profond, né de la certitude d'avoir respecté ses valeurs jusqu'au bout. De retour à Lyon, Claire reprit une activité professionnelle dans un cadre plus modeste. Elle choisit un établissement où le rythme était exigeant, mais où les décisions se prenaient collectivement, dans la transparence. Sa situation financière s'était améliorée grâce aux mois passés au manoir, mais ce n'était pas cela qu'elle considérait comme sa véritable richesse. Ce qu'elle avait gagné ne se mesurait pas en chiffres, mais en solidité intérieure. Parfois, dans le silence d'une fin de journée, elle repensait à Étienne. Elle se demandait comment il allait, comment il reconstruisait peu à peu son autonomie, sa place, sa voix. Elle savait qu'il n'oublierait pas ce qu'il avait traversé. Mais elle savait aussi qu'il avait désormais la possibilité de choisir, de décider, même lentement, même partiellement. Et cela changeait tout. Claire comprit alors que le courage ne se manifestait pas toujours par des gestes spectaculaires ou des affrontements visibles. Parfois, il résidait dans la capacité à ne pas détourner le regard, à rester présent quand tout incitait à partir, à agir avec droiture même lorsque personne n'applaudit. Elle avait appris que la peur pouvait être traversée sans être niée, et que la solitude n'était pas une faiblesse lorsqu'elle s'accompagnait de cohérence morale. Cette histoire n'avait pas fait d'elle une héroïne. Elle n'en voulait pas. Elle l'avait simplement rendue plus consciente de sa responsabilité en tant que soignante, mais aussi en tant qu'être humain. Elle savait désormais que certaines situations exigeaient plus que des compétences techniques. Elle demandait une vigilance éthique, une fidélité à soi-même, même lorsque le prix à payer semblait trop élevé. En avançant dans sa nouvelle vie, Claire emportait avec elle cette certitude essentielle. La plus grande richesse ne se trouvait ni dans les propriétés isolées, ni dans les comptes bien remplis. Elle résidait dans la capacité de ne pas fermer les yeux, de faire ce qui est juste lorsque le silence semble plus confortable. Et cette richesse-là, elle l'avait acquise pour toujours.